Et nous revenons à la crise au Proche-Orient dans cette seconde partie du 20h, alors qu'Israël prépare sa riposte et que l'Iran n'entend pas en rester là. Cela fait 1 an que le Hezbollah lance des roquettes sur le nord d'Israël, affirmant agir en solidarité avec Gaza. Il y a 2 semaines, tout s'est accéléré au moment où les beepers des cadres de la milice pro-iranienne se sont mis à exploser simultanément. Le grand format est signé Benjamin Delombre et Nicolas Berthelot. Dans le hurlement des sirènes, déchirant la nuit, 200 missiles iraniens s'abattent sur Israël. Oh non, un impact. Au même moment, à Tel Aviv, 6 personnes sont tuées dans une attaque à l'arme automatique. C'était hier soir. Depuis 2 semaines, la guerre s'est comme accélérée, poussant le Proche-Orient au bord du précipice. Cet après-midi-là, l'opération a surpris même les plus fins connaisseurs du monde arabe. Des centaines de beepers appartenant à des membres du Hezbollah explosent. Il y a des morts et les hôpitaux libanais croulent sous les blessés. Ça a bipé, ils ont sorti leur beeper pour regarder le message et ça a explosé. Ça a explosé dans leurs mains et dans leur visage. Les regards se tournent alors vers Israël. Mais l'État hébreu ne confirme ni n'infirme son implication. Le lendemain, comme le montrent ces images tournées lors des funérailles de combattants du Hezbollah, ce sont les talkie-walkies de la milice chiite qui explosent. La psychose s'installe. Le moindre téléphone suspect retrouvé dans la rue est détruit. Toute confession confondue, la panique s'empare des Libanais. On ne sait pas si les batteries explosent ou non. Il faut que quelqu'un nous explique si on a raison d'avoir peur ou non. L'inquiétude ronge les habitants et le Hezbollah est sonné. En seulement 2 jours, son système de communication a été réduit à néant et plusieurs centaines de ses responsables sont sévèrement blessés. La prise de parole d'Hassan Nasrallah, historique chef de la milice, est particulièrement attendue. À la télévision, il promet la vengeance. Avec cette opération, l'ennemi a franchi toutes les limites, toutes les lois et toutes les lignes rouges. Pendant son allocution, comme un avertissement qui lui serait lancé, 2 avions de chasse israéliens passent le mur du son au-dessus de Beyrouth. Personne ne le sait encore, mais les événements des derniers jours constituent la première phase d'une opération militaire de grande ampleur. L'aviation hébreu pilonne Beyrouth, mais aussi le sud et l'est du Liban. Les zones d'où partent les missiles du Hezbollah qui s'abattent sur Israël depuis plusieurs mois. Des lance-roquettes en action sous les yeux de nos envoyés spéciaux. Regardez, on voit d'ici les tirs de roquettes du Hezbollah en direction d'Israël. Tsahal assure circonscrire ses frappes aux cibles militaires. Parmi les personnes tuées, on compte un grand nombre de terroristes du Hezbollah qui se trouvaient à proximité des armes que nous avons ciblées. Fuyant les bombardements, les Libanais prennent la route. En quelques jours, selon les autorités locales, 1 million de personnes sont déplacées. 1 habitant sur 5. Comme cette femme, qu'a rencontré notre équipe sur place. On a été surpris en pleine nuit par les bombes. On n'imaginait même pas pouvoir fuir jusqu'ici. On est réfugiés dans notre propre pays. On doit tout recommencer. Le Hezbollah tente de réagir et multiplie les tirs de roquettes sur Israël. La plupart sont interceptés par le dôme de fer, mais quelques-uns atteignent les habitations. Rapproche-toi, encore, avec l'extincteur. À Kiryat Shmona, tout près de la frontière libanaise, les dégâts sont importants. Dans cette région du nord d'Israël, 60 000 personnes ont été évacuées. Mais cet homme dit ne pas vouloir bouger.
Il y a 3 roquettes qui sont tombées ici ce matin. Nasrallah, le chef du Hezbollah, nous avait prévenu qu'il allait tirer. C'est ce qu'il a fait. Hassan Nasrallah, ennemi historique et cible numéro 1 d'Israël. Vendredi dernier, d'impressionnants bombardements rasent plusieurs immeubles de ce quartier du sud de Beyrouth. L'ordre de tir aurait été donné par Benjamin Netanyahou depuis New York, où se déroulait l'Assemblée générale de l'ONU. L'État hébreu communique activement sur ces frappes qui ont tué Hassan Nasrallah. Citoyens d'Israël, ce sont de grands jours. C'est peut-être un tournant historique. Un tournant, mais pas la fin du conflit. Voici le général Herzi Halevi, le chef d'état-major de l'armée israélienne. Les caméras le filment en train d'inspecter ses troupes près de la frontière libanaise. Et surtout, elle l'enregistre adresser un message très clair aux soldats. Vos bottes de manœuvre que vous portez là, vont entrer dans les territoires ennemis, dans les villages tenus par le Hezbollah. L'annonce n'était pas du bluff. Ce lundi, à la nuit tombée, des troupes israéliennes font leur entrée en territoire libanais. Une première depuis 2006. L'Iran s'implique alors directement dans le conflit. La télévision locale diffuse ces images de salves de missiles se dirigeant vers Israël. Le président iranien menace l'État hébreu. S'ils poursuivent encore dans cette voie, nous leur apporterons une réponse bien plus forte que ce que nous avons montré hier soir. Ce soir, l'armée israélienne indique lancer une nouvelle division à l'assaut des positions du Hezbollah. Près d'un an après les attaques du 7 octobre, le spectre d'un conflit régional de grande ampleur plane sur le Proche-Orient. On en est là, Valérie Lerouge, bonsoir. Bonsoir. Et nul doute que dans les jours qui viennent, Israël va vouloir frapper à son tour le territoire de son ennemi, l'Iran. Quelles pourraient être les cibles de l'armée israélienne? Alors, si vous aviez encore un doute sur la capacité d'Israël à obtenir du renseignement très précis et à frapper très fort jusqu'en Iran, souvenez-vous de cette photo, c'était à Téhéran, c'est l'immeuble où le chef du Hamas palestinien a été tué lors d'une de ses courtes visites à Téhéran. La chambre avait été piégée 2 mois auparavant. Alors autant vous dire qu'Israël n'aura pas trop de difficultés, s'il le souhaite, à cibler des sites symboliques et stratégiques déjà connus, notamment les bases de lancement de missiles balistiques ou encore les ports ou les raffineries de pétrole. Et les sites nucléaires? Alors ce serait un cran supplémentaire, un moyen évidemment radical de freiner la fabrication ou d'une arme atomique, puisqu'on connaît déjà les sites nucléaires officiellement civils de l'Iran. Ça, c'est celui de Natanz qu'on aperçoit en photo satellite. Il y a Fordo, le site d'essai de Parchin ou encore Ispahan. Les experts nucléaires estiment que l'Iran est aujourd'hui en capacité de fabriquer 2 ogives militaires en moins de 4 mois. Alors, est-ce qu'Israël peut neutraliser ces sites facilement? Alors, ce serait beaucoup plus compliqué et risqué qu'on ne l'imagine. D'abord parce que ça ne peut se faire que par des frappes aériennes. Donc les avions doivent d'abord survoler l'un de ces 4 pays frontaliers et pas franchement amis d'Israël. Ensuite, il faut escorter ces avions, il faut les ravitailler en vol. C'est extrêmement compliqué et risqué. Et puis, il faut avoir les bombes qui vont avec. Souvenez-vous, celles qui ont décimé le Hezbollah vendredi dernier. On fait des trous, certes, de 30 mètres, mais certains sites iraniens nucléaires sont enterrés à 100 mètres de profondeur. Merci Valérie. Israël entend donc répliquer à l'attaque des Iraniens, même si peu de missiles parmi les 200 tirés ont atteint leur cible en Israël, parce qu'Israël dispose d'une protection extrêmement efficace qui neutralise ces missiles. L'État hébreu a également bénéficié de l'aide de pays amis, les États-Unis, la France. Explication de Maryse Burgot, Soufiane Yassine et Maël Benoliel. Une base militaire israélienne visée par des missiles iraniens hier soir. Ils sont interceptés à temps. Cette image, en revanche, semble suggérer que cet autre site militaire a été touché. Les autorités ne confirment pas, mais ne démentent pas. Une certitude, la plupart des 200 missiles balistiques iraniens n'ont pas atteint leur cible. Car Israël possède un parapluie de défense en couches successives. Le dôme de fer est la première strate.
il intercepte les projectiles d'une portée inférieure à 70 km. Le système appelé Fronde de David arrête ceux qui vont jusqu'à 300 km. Le système Arrow, ceux qui ont jusqu'à 2400 km de portée. Hier, cette technologie Arrow, financée en partie par les Américains, est entrée en action. Certains sont aussi gros que des bus scolaires. Voilà à quel point ils sont gros. Et une grande majorité a été interceptée, soit dans le ciel en chemin hors de l'espace aérien israélien, soit dans le ciel israélien par des vecteurs de différentes techniques. Le système est simple. Un radar détecte la menace, un ordinateur calcule sa trajectoire. Si le missile se dirige vers un territoire désertique, il ne sera pas arrêté. Alerte rouge en revanche, s'il s'agit d'une zone peuplée. Dans ce cas, un missile anti-aérien est lancé pour le faire exploser en vol. En plus, le système Arrow utilisé hier a reçu de l'aide de l'extérieur. Elle est venue des Américains, des Britanniques, des Jordaniens ou des Français. Il y a un certain nombre de pays qui sont positionnés dans la région parce qu'ils vont travailler par exemple pour la France en Jordanie, en Irak et les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a beaucoup de pays qui sont dans la région et qui ont des moyens d'interception, ne serait-ce que pour défendre leurs propres bases et leurs propres hommes au sol. Et donc quand les missiles iraniens sont passés au-dessus d'eux, eh ben, ils les ont interceptés. Chaque missile Arrow intercepteur coûte plus de 3 millions d'euros. Pour défendre son territoire, l'État hébreu et son allié américain ont dépensé hier soir des centaines de millions d'euros. Hier soir, le président américain Joe Biden a réitéré son soutien total et inconditionnel à Israël. On retrouve Franck Genozo en direct de Washington. Franck, les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël, mais ils ont peu de prise sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Oui, et Joe Biden s'est dit tout à l'heure favorable à une riposte israélienne, mais il veut une riposte proportionnelle et qui ne vise pas les installations nucléaires iraniennes. Alors sera-t-il entendu par Benjamin Netanyahou? Rien n'est moins sûr, car le Premier ministre israélien a bien compris le profit qu'il pouvait tirer de l'actuelle situation ici aux États-Unis. Une Amérique en pleine campagne présidentielle et un président américain en fin de mandat qui se retrouve confronté à un dilemme. D'un côté, Joe Biden ne veut pas être accusé d'avoir versé de l'huile sur le feu au Moyen-Orient et avoir embrasé la région. Et de l'autre, évidemment, il ne veut pas être accusé non plus d'avoir été trop faible vis-à-vis de l'Iran, ce qui pourrait fragiliser la position de Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche, alors que son rival, Donald Trump, lui, a fait de Téhéran son ennemi juré. Merci Franck. Alors, est-on au bord d'un embrasement de la région? Nous accueillons l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que l'attaque